Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler des motivations, des cognitions et des émotions chez les joueurs de jeux de hasard et d'argent, puisque ça a été mon sujet de thèse que j'ai donc réalisé sous la direction du professeur Isabelle Varisco. Alors avant de commencer, je souhaite d'abord remercier l'association GIS Jeux et Société qui m'a accordé une subvention durant ma thèse de doctorat et qui m'a donc permis de communiquer dans des congrès nationaux et internationaux et de publier également des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. Et aujourd'hui, donc, je vais simplement vous présenter une partie des résultats obtenus dans le cadre de ma thèse de doctorat. Donc, pour commencer, un bref rappel sur les jeux de hasard et d'argent. Donc, qu'est-ce que les jeux de hasard et d'argent ? Eh bien, c'est une activité qui nécessite la mise irréversible d'argent ou d'un objet de valeur et dont l'issue repose totalement ou partiellement sur le hasard. À l'heure actuelle, deux grandes catégories de jeux se distinguent. Les jeux dits de hasard et de stratégie, qui incluent le poker, les paris sportifs, les paris hippiques et le blackjack, et dont l'issue repose sur le hasard, mais également sur la stratégie, les techniques, les connaissances et l'expérience. Et de l'autre côté, les jeux de hasard dits purs, qui incluent la roulette, les jeux de grattage, les jeux de loterie, et puis les machines à sous, et dont l'issue repose uniquement sur le hasard. Actuellement, nous disposons de peu de données épidémiologiques sur les joueurs de jeux de hasard et d'argent, et la diversité des concepts et des outils de repérage sont entre autres responsables de la difficulté à obtenir des données épidémiologiques représentatives de la population actuelle des jeux de hasard et d'argent. Toutefois, donc, des études ont été réalisées et ont mis en évidence en France la prévalence environ d'1% de jeux problématiques live. Donc la mention live fait écho au fait de se déplacer pour s'adonner aux jeux de hasard et d'argent. Et elle serait entre 2% et 5% selon les pays. Donc en Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande, elle serait de 2% et supérieure en Australie et aux États-Unis. Pour ce qui est de la prévalence du jeu problématique en ligne, elle serait donc de 10,4% en France et légèrement donc plus élevée au Canada. La littérature met également en évidence la présence de plus d'hommes dans les jeux de hasard et d'argent, dans la réalisation d'activités de jeux de hasard et d'argent, et avec une majorité de joueurs qui jouent actuellement en ligne, et ce depuis l'ouverture des marchés en 2010, des marchés des jeux en ligne. Les joueurs en ligne sont plus jeunes, plus diplômés et font partie de plus hautes catégories sociales que les joueurs en live. Alors, la littérature fait état d'un certain nombre de facteurs qui sont impliqués dans les activités de jeu hasard et d'argent, donc tels que les motivations, les croyances erronées, l'anxiété et la dépression, donc sur lesquels moi je vais m'axer aujourd'hui. Donc, je vais d'abord vous parler des motivations à jouer, puisque bien que l'engagement dans l'activité de jeu de hasard et d'argent puisse s'apparenter à un choix individuel ou à un choix social, eh bien, ce sont bel et bien les motivations qui amènent l'individu à expérimenter l'activité de jeu et qui par la suite l'amènent à renouveler ou non cette expérience. Dans la littérature, on trouve un grand nombre de motivations à jouer, telles que le fait de jouer pour gagner de l'argent, pour se socialiser, pour relever un défi, ou bien pour lutter contre l'ennui, contre la routine ou les affects négatifs. Et de ces motivations-là répertoriées dans la littérature, ont été élaborés des modèles dits motivationnels, dont je vais vous présenter celui que j'ai utilisé dans le cadre de ma thèse, qui repose sur 4 grands types de motivation. La motivation d'amélioration, qui correspond à une certaine recherche de sensations, d'impulsivité et d'excitation, et qui se retrouverait plutôt chez des joueurs qui souhaitent réguler leurs émotions et plutôt à la hausse, avec l'idée d'améliorer, d'augmenter les affects positifs. La motivation de coping, qui s'apparenterait plutôt à un usage inadapté du jeu et qui se retrouverait plutôt chez des joueurs qui souhaitent échapper à des affects négatifs. La motivation sociale, qui, elle, correspond plutôt au fait de jouer pour se socialiser et partager d'une certaine manière avec autrui. Et enfin, la motivation financière, qui, comme son nom l'indique, renvoie au fait de jouer pour gagner de l'argent, mais pas seulement, puisqu'elle évalue aussi le fait de jouer pour regagner l'argent perdu.
Et donc certains auteurs ont observé un potentiel lien entre les motivations et les croyances, puisque le fait de jouer pour gagner de l'argent peut entraîner des pertes d'argent alimentées par la présence de croyances erronées. Alors, qu'est-ce que les distorsions cognitives? Eh bien, elles sont inhérentes à toute activité de jeu de hasard et d'argent et elles entraînent l'absence de prise en considération des principes élémentaires des jeux de hasard et d'argent, tels que les statistiques, les probabilités ou l'indépendance entre les tours. Donc, ça peut correspondre finalement au fait de surestimer la probabilité de gagner ou de sous-estimer la probabilité de perdre. Et là encore, donc, un modèle a été construit, reposant sur 4 grandes distorsions cognitives, 5 plutôt, dont les attentes liées au jeu, qui correspondent aux attentes que l'individu peut avoir vis-à-vis du jeu en termes de joie, de plaisir, ou en tout cas en termes d'émotions ayant une utilité personnelle. L'illusion de contrôle qui correspond à la perception de contrôler l'issue du jeu. Le contrôle prédictif qui correspond à la perception de prédire l'issue du jeu. L'incapacité à arrêter de jouer qui correspond à la perception de se sentir incapable de résister à une forte envie de jouer. Et enfin, le biais interprétatif qui est une croyance attributionnelle qui correspond au fait d'attribuer les réussites et les gains à des facteurs internes, donc à soi-même, et les échecs et les pertes à des facteurs extérieurs, donc par exemple à la malchance ou à autrui. Là encore, certains facteurs peuvent influencer le développement des distorsions cognitives et d'après la littérature, l'état psychologique du joueur va influencer le développement de ces distorsions. Et c'est pour cela que je me suis intéressée notamment donc, à l'anxiété et à la dépression et aussi parce que la littérature met en évidence une forte association entre l'anxiété et la dépression et le jeu pathologique. Bien qu'il n'y ait pas de consensus à l'heure actuelle sur l'ordre d'apparition de ces deux troubles. En effet, l'anxiété et la dépression peuvent à la fois intervenir comme étant des facteurs de risque et comme étant à l'origine d'une conduite problématique de jeu, mais l'anxiété et la dépression peuvent également apparaître comme étant des conséquences d'une conduite problématique de jeu, étant donné que cette conduite-là, lorsqu'elle est problématique, a des conséquences néfastes sur différents pans de la vie. Alors du coup, pour résumer et pour faire simple, je me suis posé la question de quels étaient les liens entre ces variables-là et la sévérité de jeu, et les liens que ces variables pouvaient avoir entre elles. Donc, pour répondre à ces questions, une méthodologie a été construite et suivie, et suite à l'avis favorable du comité d'éthique, les joueurs ont commencé à être recrutés, d'une part en population générale, via des forums de jeux en ligne, où un message a été posté sur les forums une fois les administrateurs ayant donné leur accord. Et ils avaient simplement à cliquer sur le lien Lime Survey pour accéder d'abord à la note d'information, puis au formulaire de consentement et enfin au questionnaire à compléter. Les joueurs ont également été recrutés en population clinique via 2 lieux de soins, et ce avec l'aide de Servan Barrow, qui interviendra du coup juste après moi. Et au moment de la passation, donc, les participants devaient remplir certains critères. Ils devaient être majeurs, maîtriser la langue française orale et écrite, avoir une pratique de jeu régulière, donc c'est-à-dire jouer au moins une fois par semaine, et ils devaient avoir consenti librement et volontairement à participer à l'étude. Ils devaient par ailleurs ne pas avoir été pris en charge pour un problème de jeu précédemment la passation. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une subvention m'a été accordée par le GIS, mais celle-ci n'a joué aucun rôle dans la construction méthodologique, dans l'analyse ou l'interprétation des résultats. Alors, une fois donc les participants ayant consenti de manière libre et éclairée à participer, eh bien, ils ont répondu à un certain nombre de questionnaires pour obtenir donc des informations sociodémographiques sur leurs habitudes de jeu, sur leur pratique de jeu en termes de degré de sévérité, donc si ce sont des joueurs qui ont des problèmes de jeu ou non. Des questionnaires également donc, qui ont évalué les motivations à jouer, les distorsions cognitives et la symptomatologie anxio-dépressive. Dans un second temps, donc un volet qualitatif était présent, et pour les participants qui étaient intéressés à poursuivre leur participation, eh bien, un entretien de recherche a été effectué avec ces derniers. Donc explorant les variables qui ont été évaluées sur le plan quantitatif, mais de manière plus approfondie.
Donc finalement, qui a participé à cette étude? Eh bien, une fois le recrutement clos, 303 participants avaient complété l'ensemble des questionnaires, dont 12 femmes qui ont par ailleurs été exclues des analyses statistiques, d'une part parce qu'elles étaient en petit nombre et d'autre part car la littérature met en évidence l'existence d'un profil motivationnel, cognitif et émotionnel distinct chez les femmes par rapport aux hommes. Donc les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui vont porter plus sur le volet quantitatif de l'étude et sur les joueurs masculins. Et enfin, 52 entretiens de recherche ont été menés et sont en cours d'analyse. Donc les 291 joueurs étaient en moyenne âgés de 34 ans et présentaient un profil sociodémographique assez particulier puisqu'ils étaient plus diplômés des études supérieures, majoritairement cadres et travaillant à temps plein. Et donc ce profil-là s'explique par la forte présence de joueurs de poker au sein de notre échantillon. Par ailleurs, donc 96,6% des joueurs ont déclaré jouer en ligne et 84,2% ont déclaré jouer en live. Donc ces données-là nous indiquent en fait que la majorité de notre échantillon finalement utilisait les deux médias de jeu pour jouer aux jeux de hasard et d'argent, avec l'idée derrière qu'il est possible qu'ils jouent plus fréquemment en ligne qu'en live, puisqu'il y a une facilité d'accès et une disponibilité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 des jeux en ligne. Donc en ce qui concerne la répartition des joueurs selon le type de jeu pratiqué, eh bien, on constate qu'il y avait une majorité de joueurs qui s'adonnaient exclusivement à un jeu de hasard et de stratégie, puisqu'ils sont 229, et 62 des joueurs de l'échantillon avaient une pratique mixte, c'est-à-dire qu'ils jouaient au moins à 2 jeux de hasard et d'argent, l'un de hasard et de stratégie et l'autre de hasard pur. Donc, hormis cette différence en termes de type de jeu, les joueurs ne présentaient pas de différence sur le plan socio-démographique, ni au niveau de la prévalence des joueurs pathologiques probables, bien qu'elle soit plus élevée chez les joueurs mixtes. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter une partie des résultats qui portent sur les joueurs stratégiques et mixtes pour montrer leurs points éventuellement de similitude et de différence. Donc, les résultats issus des comparaisons des deux groupes, joueurs stratégiques et mixtes, ont montré que les joueurs mixtes avaient une plus grande sévérité de jeu que les joueurs stratégiques et qu'ils avaient également plus de motivation de coping, donc ils étaient plus motivés à jouer pour diminuer les affects négatifs. Ils avaient également des scores plus élevés d'illusion de contrôle et de symptômes anxieux et dépressifs par rapport aux joueurs stratégiques. Toutefois, lorsque l'on regarde un peu plus en profondeur et qu'on compare les joueurs sans problème stratégiques et mixtes, les joueurs à risque stratégiques et mixtes, puis les joueurs pathologiques stratégiques et mixtes, eh bien, aucune différence statistique n'est apparue. Et donc les premières différences que je vous ai présentées seraient donc plutôt dues à la plus grande sévérité de jeu qu'au type de jeu en lui-même. Et le fait d'ailleurs que les joueurs mixtes présentent une plus grande sévérité de jeu coïncide avec les données de la littérature, puisque plus les activités de jeu sont nombreuses, plus la sévérité de jeu augmente. Par ailleurs, donc, je me suis intéressée au lien et au sens du lien entre les motivations et les croyances chez les joueurs mixtes et stratégiques. Et les résultats ont montré que les motivations financières et de coping semblent jouer un rôle important dans le développement des distorsions cognitives, et ce, tant chez les joueurs mixtes que chez les joueurs stratégiques. De même, l'incapacité à arrêter de jouer, qui est donc une distorsion cognitive, semble jouer un rôle important dans le développement et le maintien de la sévérité de jeu, tant chez les joueurs mixtes que chez les joueurs stratégiques. Toutefois, la différence qu'on peut observer, c'est que l'illusion de contrôle intervient dans le modèle chez les joueurs stratégiques et semble impliquée dans le développement de la sévérité de jeu chez ces derniers, mais pas chez les joueurs mixtes. Enfin, donc, je me suis intéressée aussi au rôle des symptômes anxio-dépressifs dans le développement de la sévérité de jeu et dans la relation avec la motivation de coping et l'incapacité à arrêter de jouer, enfin, les motivations de manière générale et les distorsions cognitives. Et les résultats ont montré que les symptômes anxieux prédisent de façon importante la sévérité de jeu, la motivation de coping et l'incapacité à arrêter de jouer chez les joueurs mixtes, mais que chez les joueurs stratégiques, les symptômes anxieux et dépressifs semblent peu ou pas impliqués.
Donc, suite à ces résultats, finalement, s'est posé la question d'une potentielle existence d'un coping dit anxieux chez les joueurs mixtes, avec l'idée peut-être que ces derniers joueraient à plusieurs jeux qui reposent sur des caractéristiques différentes, potentiellement pour diminuer des affects négatifs, mais des affects plutôt liés au registre de l'anxiété. Alors que chez les joueurs stratégiques, bien que je ne vous ai pas présenté tous les résultats, donc ces derniers jouaient beaucoup plus dans le but de gagner de l'argent. Et donc, le fait que les symptômes anxieux et dépressifs semblent peu impliqués dans le développement de ces variables ne permet pas finalement Enfin, ça reste en tout cas une hypothèse de l'existence d'un faible coping dépression chez ces derniers. Donc ces résultats finalement mettent en évidence, confirment en tout cas la nécessité d'adapter la prise en charge aux patients, avec l'idée peut-être que chez les joueurs mixtes, une prise en charge qui s'axe sur les motivations de coping, les symptômes anxieux et éventuellement l'estime de soi, pourrait amener à terme une diminution de la conduite problématique avec un objectif peut-être qu'on pourrait poser d'abstinence, puisque si la prise en charge s'axe sur les motivations de coping et les symptômes anxieux, progressivement ces derniers diminueraient et pourraient permettre à l'individu de trouver d'autres moyens pourrait permettre en tout cas à l'individu de délaisser l'activité de jeu problématique pour pallier en fait aux symptômes anxieux. Tandis que chez les joueurs stratégiques, la prise en charge pourrait peut-être davantage s'axer sur les motivations financières et l'illusion de contrôle, parce que c'est ce qui ressort ici, mais sur les distorsions cognitives peut-être de manière générale, avec un objectif peut-être d'activité contrôlée, puisque chez ces derniers, généralement, ces derniers ont un plaisir à jouer et jouent pour le plaisir de la compétition, le plaisir de la performance, le plaisir également du partage, je pense au poker par exemple. Et donc pour eux, ça reste important de pouvoir continuer à jouer, mais de manière contrôlée. Donc cette étude comporte quelques limites que je vais pas toutes vous les développer là, mais je vais en aborder quelques-unes. Donc il s'agit d'une étude transversale, donc d'une évaluation qui est réalisée à un instant T, et une étude longitudinale permettrait d'avoir accès à d'autres informations comme à l'évolution de la conduite de jeu au long terme et de l'évolution des motivations, des croyances et de l'état émotionnel du joueur. De même, donc, une autre des limites qui a été constatée, c'est la surreprésentation des hommes dans notre échantillon. Donc finalement, les données obtenues ne sont pas représentatives de toute la population des joueurs, mais en même temps, ça paraissait pertinent de détacher les joueuses des joueurs, puisqu'elles présenteraient des profils différents de ceux des joueurs de sexe masculin. Et enfin, donc pour conclure, donc les résultats confirment la nécessité d'adapter la prise en charge en fonction du type de jeu et des motivations à jouer. Elles confirment également la nécessité de poursuivre la mise en place d'actions de prévention et d'évaluer leur efficacité, et de continuer à poursuivre les recherches dans ce domaine avec l'idée de coupler peut-être des données quantitatives avec des données qualitatives qui permettraient d'étayer des données chiffrées. Voilà, et une petite parenthèse du coup, je vous ai présenté que des résultats quantitatifs, mais donc les analyses qualitatives sur les joueurs en population générale et clinique sont en cours, et un article vient récemment d'être soumis justement sur une étude de cas d'un joueur qui a un profil un peu atypique, puisqu'il jouait en bourse et il percevait vraiment la bourse comme étant un jeu de hasard et d'argent. Et puis il faisait des allers-retours finalement avec le casino et la roulette pour pouvoir récupérer les pertes à la bourse avec la roulette. Voilà, je vous remercie pour votre attention.